Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour une heure de débat autour de l'actualité de la semaine. Nous allons évoquer ces nouveaux drames liés à l'hyperviolence de notre société. L'assassinat à coups de couteau à Nantes d'une lycéenne par un autre élève âgé de 15 ans dans l'enceinte même de la classe. Les lycéens sont sous le choc. Cela pose une fois de plus la question de la sécurité dans les établissements scolaires et bien sûr de la violence des mineurs. Et puis il y a cet autre drame, toujours à coups de couteau, dans une mosquée du Gard, d'un jeune fidèle musulman en train de prier par un Français d'origine bosnienne qui s'est rendu à la police après avoir pris la fuite en Italie. Une affaire qui a pris une ampleur très polémique en raison de l'instrumentalisation de ce drame par l'aile gauche de l'échiquier politique, avec des accusations violentes d'islamophobie dirigées contre le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Il les dément vigoureusement. On l'entendra répondre à l'Assemblée nationale à ceux qui, selon lui, abîme la République. On évoquera bien sûr Jean-Luc Mélenchon, qui a pris part à une manifestation organisée à Paris, lors de laquelle le socialiste Jérôme Guedj a été hué et sorti du cortège sous les cris de « Dégage sioniste ». Islamophobie, antisémitisme, les mots ont un sens. On va revenir dessus avec vous, Michel Onfray. On commence évidemment par la violence dans l'enceinte des établissements scolaires. Un jeune de 15 ans s'en est pris à 4 de ses camarades la semaine dernière. On a blessé 3, tué une jeune fille d'une dizaine de coups de couteau. L'état du suspect n'a pas été jugé compatible avec la garde à vue. Il a été interné en psychiatrie. On va juste écouter quelques témoignages d'élèves sous le choc. Ils ont repris les cours cette semaine. Puis on va évoquer cette violence des mineurs dans cette enceinte qui devrait être sacrée, l'enceinte scolaire. On est rentré à l'école à 9h et on est tous allés au gymnase pour raconter ce qui s'est vraiment passé. Et après, on est retourné en classe pour parler de ces événements et pour raconter nos émotions. Moi, j'ai eu beaucoup de peur et aussi de la colère et de la tristesse pour celle qui est morte. Au début, on nous a appelés et il nous a juste rassurés. Et tout ça, et après on a juste parlé de notre ressenti. Au début, le premier jour, j'avais un peu peur, mais là maintenant c'est bon, vu qu'on nous a rassurés. Voilà pour ces témoignages de jeunes élèves recueillis dans cet établissement de Nantes. Il y a ce choc, parce que là c'est une enceinte, comme je le disais, où on devrait être en sécurité, l'école, et on ne l'est plus, Michel. Ah non, mais on n'est plus en sécurité nulle part. C'est-à-dire ceux qui nous disent qu'il faudrait des portails à l'entrée des établissements scolaires disent un peu n'importe quoi. Des portiques, des détecteurs de métaux. Je n'entre pas dans le détail, mais on peut avoir des couteaux qui ne sont pas faits avec des métaux détectables. Donc, on peut donner la recette. Mais ce n'est pas là que le problème se joue. D'abord, sur ce garçon, on ne sait pas qui il est. Et il y a plein de fantasmes. Mais il y a surtout des fantasmes de politique politicienne. En gros, était-il musulman, d'origine musulmane? Et puis après, on dit, mais le patronyme est turc, ça voudrait dire qu'il serait musulman. Et s'il était musulman, etc. Et tout ça est assez indigne, finalement. On ne doit pas récupérer, ni à droite, ni à gauche, ni les musulmans, ni les anti-musulmans, ni etc., etc. On doit faire un travail philosophique qui est celui de la responsabilité individuelle. Qui est ce garçon? Et non, il a 15 ans. Pardon. Le fait important, c'est qu'il a 15 ans. Oui, le fait le plus important pour moi... Oui, mais le fait le plus important pour moi, c'est le texte qu'il a écrit. Oui, le manifeste. Moi, j'ai lu ce texte, j'ai eu l'amitié de m'envoyer, et que j'ai lu attentivement. Et je trouve que... Alors, beaucoup de commentateurs ont dit pas mal de sottises sur ce texte, peut-être sans l'avoir lu, ce qui expliquerait les sottises, mais c'est un texte qui, d'abord, formellement, est très bien écrit. D'un point de vue du style, de la syntaxe, pas de faute d'orthographe, pas de faute de grammaire, pas de sabir, contrairement à ce qui a été dit, ou alors une espèce de sabir gauchiste. Mais après, on nous a dit, un petit copain là dans la cour qui dit « Ah, mais il nous parlait d'Hitler, il nous parlait du journal d'Anne Frank ». Extrême droite, ultra droite, etc. Je rappelle que l'usage, la sémantique, ça existe, le sens des mots et l'usage des mots, et pourquoi ces mots-là? L'usage du mot écocide est marqué. C'était le titre de ce manifeste. Oui, voilà. Et donc, écocide, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la lignée, dans la mouvance de l'extrême gauche écologiste. Donc, il va falloir aussi assumer. C'est pas parce que vous avez parlé une fois dans votre vie à quelqu'un d'Adolf Hitler que vous êtes quelqu'un qui défendrait des thèses national-socialistes. En revanche, si vous signez un manifeste correctement écrit et correctement argumenté intellectuellement. Il y a eu le soupçon que ce soit ChatGPT ou l'IA qui l'a écrit. Hein. C'est trop bien écrit pour que ce soit ChatGPT. Mais c'est quelque chose du genre Guy Debord, le situationnisme, voire un certain nombre de gauchistes aujourd'hui qui signent des manifestes avec des noms collectifs pour qu'on ne les reconnaisse pas personnellement, ou etc., etc. Mais tout se tient
Il n'y a pas n'importe quoi dans ce truc. Donc il y a d'abord un garçon intellectuellement cortiqué. Un gamin qui sait lire, écrire, compter, penser. Après, ça vaut ce que ça vaut. On a dit une bomber, etc. Oui, d'accord, mais comparaison n'est pas raison. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose qu'on ne sait pas non plus, et ça, on ne le dit pas beaucoup, et moi, je le sais, hélas, parce que j'ai 2 amis qui ont eu à subir ce genre de choses, c'est qu'une consommation de hashish, pour certains, déclenche des schizophrénies. Je ne sais pas si ce garçon fumait beaucoup, pas du tout, etc. Mais ça, c'est important. Parce qu'il est en psychiatrie et son état n'est pas compatible avec la garde. Et peut-être mérite-t-il véritablement d'être en psychiatrie. Simplement, on ne dit plus aujourd'hui, on ne dit pas aujourd'hui, parce que la drogue, ce serait festif, le hashish, on roule des pétards aujourd'hui, toute la gauche bien pensante qui fait du cinéma aujourd'hui, il y a toujours un petit pétard qui traîne dans un film ou un téléfilm, et tout ça ne pose aucun problème. Ça poserait des problèmes avec les narcotrafiquants, mais pas avec les pratiquants, si c'est pratiquant, etc. Je rappelle que la jeunesse peut déclencher des schizophrénies avec les pratiques des drogues telles qu'elles sont construites aujourd'hui. Notamment le cannabis. Fabriquées. Le cannabis, pas la même chose. Quand j'étais étudiant, je n'en consommais pas non plus à l'époque, mais c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire le fameux usage. Voilà, le H, je ne sais quoi là. THC, c'est ça. Il y a eu une époque où effectivement ça pouvait être récréatif, dans les années 70, où c'était pas dosé pareillement. Maintenant, c'est dosé pour être toxique. C'est dosé pour produire une addiction. Et cette addiction, elle permet de déclenchement de schizophrénie. Ce qui fait qu'un garçon apparemment intelligent, cultivé, qui écrit correctement le français, peut très bien arriver en disant « je vais massacrer à coups de couteau 3 ou 4 personnes qui m'ont mal regardé ». Parce que sinon, ça n'a pas sens. Michel Onfray, ça pose la question de la santé mentale des jeunes. On a beaucoup entendu le fait que le Covid, l'enfermement lié à l'épidémie du Covid, a provoqué des dégâts sur la santé mentale des jeunes. On va juste écouter la psychologue Marie-Estelle Dupont, puis vous me direz ce que vous en pensez. Ce jeune était probablement en 6e au moment des confinements, c'est-à-dire qu'au moment de la puberté et de cette période tellement fragile où on est tellement influençable et tellement suggestible et tellement poreux au discours ambiant, il a perdu tous ses appuis pour devenir un adulte équilibré. On peut dire qu'on vit dans une société qui offre à nos jeunes beaucoup plus de motifs de violence que de motifs d'espérance. Parce que moi, j'ai 42 ans et sincèrement, depuis que je suis née, je n'entends parler que de crise. Donc, c'est la fin du monde écologique, c'est la fin du monde sanitaire, c'est la fin du monde économique, c'est la fin du monde parce qu'il va y avoir la guerre. Je pense que c'est important de remettre ce geste dans ce contexte global pour pouvoir en tirer les leçons en termes de responsabilité collective de la part des adultes. Est-ce que vous adhérez à ça, Michel Onfray ? Pas au Covid, mais au reste, oui. Elle a raison, Marie-Estelle Dupont. Il y a 2 parties dans son propos. Que nous ne proposions pas aux enfants, aux jeunes, aux adolescents, de quoi se constitue une identité, que même éventuellement à l'école on travaille à détruire l'identité ou à ne rendre pas possible l'identité ou l'émergence d'une identité. Identité sexuelle, identité de genre, etc. On commence à prendre les gamins à l'école en disant les petits garçons à droite, les petites filles à gauche, et puis après on dit mais pourquoi vous êtes à droite, vous les petits garçons, vous êtes sûrs d'être des petits garçons, il n'y a pas des petits garçons qui voudraient être des filles, etc. Quand on jette le trouble dans le genre, pour utiliser le titre d'un livre de Judith Butler, grande prêtresse du wokisme, et effectivement, on a des enfants perdus, on a des gamins perdus. Maintenant, le Covid, ça suffit pas. Les enfants, je rappelle qu'aujourd'hui, les enfants passent plus de temps devant un écran que devant un instituteur. C'est ça. Donc même pendant le Covid, s'ils n'avaient pas beaucoup d'instituteurs... Plus de 3h40 par jour, bien sûr, 4 heures. Oui. Et donc, ce qui est problématique, c'est que, 1, effectivement, on ne permet pas des enfants de se fabriquer des identités, et que 2, ils essaient de constituer quelque chose en allant voir partout sur le net où tout existe. Vous pouvez vous faire une identité de djihadiste, vous pouvez vous faire une identité sataniste, vous pouvez faire une identité de je ne sais pas quoi. Enfin, tout est possible parce que les parents ne sont peut-être pas là, ils n'ont peut-être pas le temps, ils n'ont peut-être pas la possibilité intellectuelle d'aider leurs enfants. À l'école, et on leur apprendra à trier les poubelles et à faire attention à la planète, à ne pas commettre des écocides, comme le dit ce garçon-là. Et de fait, vous pouvez être complètement perdu. Si vous ajoutez une consommation de pétards qui vous détruit les neurones et qui déclenche en vous une schizophrénie, on n'a pas matière à aller chercher des significations de patronyme en disant s'il ne serait pas un petit peu turc, ce serait quand même un arabe, ce serait un musulman, et ce serait quand même formidable, si ça pouvait être un musulman, ça ferait notre affaire, disent un certain nombre de gens mal inspirés. Bien sûr. D'ailleurs, à propos des réseaux sociaux, Gabriel Attal et le pédopsychiatre Marcel Ruffo ont demandé dans une tribune l'interdiction aux moins de 15 ans des réseaux sociaux. Ça tombe sous le sens, mais comment le mettre en pratique ? Mais voilà, c'est-à-dire ça n'a pas de sens de moi je trouve que c'est intéressant, mais comment on le fait ? Moi je suis libertaire, moi ma gauche elle est libertaire, elle n'est pas maastrichtienne, et je suis contre les interdits. On dit il n'y a qu'à interdire et on va refaire un texte de loi. Le problème c'est pas de faire des lois qu'on ne peut pas faire respecter, c'est de faire des lois qu'on peut faire respecter. Et c'est pas susceptible d'être respecté. Comment vous faites quand c'est un usage personnel, c'est les parents qui doivent régler ce genre de problème. Moi je suis un grand-père heureux et j'ai une belle-fille
formidable, et un gendre aussi, et qui disent pas avant 10 ans, le téléphone pour les enfants. Ça veut dire que jusqu'à 10 ans, ils vont lire, ils vont écrire, ils vont dessiner, ils vont chanter, ils font plein de choses. S'ennuyer éventuellement, ce qui est très bon. Jamais. Non, mais on peut s'ennuyer en regardant un paysage. Et c'est très bon pour la constitution du cerveau. Alors, il faut apprendre que... Un beau paysage normand, évidemment. On ne s'ennuie pas, on contemple. Bon. Il faut apprendre aux enfants la contemplation. Mais éviter de leur dire, j'ai vu ça l'autre jour dans un avion, une petite fille qui avait l'âge de mon petit-fils, et qui était immédiatement avec son téléphone en train de bricoler ça avec une espèce de dextérité. Je me disais, c'est bien dommage, quoi. Il a un papa, ce serait bien que son père lui parle, ou je ne sais quoi. Donc je suis pour la pédagogie, je suis pour l'éducation, mais pas pour des interdictions, qui plus est, quand les interdictions, on n'a pas les moyens de les faire respecter. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Évoquons maintenant ce drame dans une mosquée du Gard. Vendredi dernier, un jeune homme malien, Aboubacar Cissé, qui priait, a été poignardé de dizaines de coups de couteau par un Français de 21 ans d'origine bosnienne, qui a assumé sur les faits un acte anti-musulman avant de prendre la fuite et d'aller en Italie. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre avec préméditation et à raison de la race ou de la religion, c'est ce qu'a dit la procureure de Nîmes. Voilà pour les faits. Il y a d'un côté cette mort barbare et puis il y a de l'autre, Michel Onfray, l'instrumentalisation politique qui en est faite par une grande partie de la gauche, avec des attaques ad nominem contre le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. On va écouter la façon dont il s'est défendu farouchement, à la fois à l'Assemblée nationale et sur l'antenne de CNews et sur Europe 1 dans l'interview de Sonia Mabrouk. Écoutez. On a un mort, Aboubacar Cissé. Il priait son Dieu dans une mosquée le jour de la grande prière. Il se fait assassiner de la façon la plus barbare, avec des dizaines de coups de couteau. Vous vous rendez compte de cette douleur et ces gens-là qui instrumentalisent? Et c'est moi qu'on accuse? Franchement, je suis absolument indigné. Honte à ces gens-là. Honte à ces gens-là. Je l'ai dit en face à l'Assemblée nationale, ce que j'en pensais. Et croyez-moi, jamais ils me feront taire. Ils cherchent à m'intimider. Cette conférence de presse, à quelques heures des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, n'avait d'autres objets aussi, de m'attaquer à nouveau, de m'agresser. Et je tiendrai debout. Parce que derrière moi, il y a des Français. Ils sont nombreux. Voilà. Voilà pour Bruno Retailleau sur l'antenne de CNews et sur Europe 1. Il avait fait face, lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, à vraiment une horde déchaînée de la part de l'extrême gauche et de LFI, qu'il a accusé d'islamophobie, quasiment d'avoir créé le climat dans lequel s'est déroulé ce drame. Michel Onfray. Oui, d'abord, ce mot, on ne peut plus l'utiliser. Je crois qu'il y a une espèce d'islamophobie. C'est-à-dire qu'il y a une inflation verbale qui procède d'ailleurs de la criminalisation de la réalité par Jean-Luc Mélenchon, qui veut absolument conflictualiser tout le temps. Il l'a dit. C'est-à-dire on conflictualise tout. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, on ne regarde pas le problème tel qu'il est, tel individu, dans telle circonstance, dans telle occasion. C'est fait par quelqu'un de droite, c'est fait par quelqu'un de gauche, c'est fait par un islamophile, c'est fait par un islamophobe, donc c'est bien, donc c'est pas bien, donc c'est mal, etc. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi de penser comme ça. Ce mot était utile, islamophobie. Donc, encore que, étymologiquement, la peur de l'islam, on a le droit d'avoir peur. On peut imaginer, après tout, une phobie. Si vous avez la phobie des araignées, vous avez le droit d'avoir peur des araignées. Et ça ne veut pas dire que vous allez massacrer les araignées. Enfin bon, peu importe sur la question de l'étymologie. Peu importe aussi la question de l'origine de ce mot, dont on sait qu'il a été fabriqué par des mollahs et que c'était les Iraniens qui avaient inventé cette idée que si on utilisait si on critiquait le régime pour la politique qu'il menait, c'est-à-dire couper des têtes, pendre des gens, etc., c'est qu'on était islamophobe. On peut dire non, on défend la liberté, on n'attaque pas l'islam et ce mot n'est pas utilisable dans les conditions où vous voudriez que nous l'utilisions. Simplement en France, on voit bien comment ça fonctionne. Alors il y a des gens qui nous disent c'est islamophobe. Et puis d'autres qui nous disent non, c'est pas vrai, ce mot ayant été inventé par les mollahs, on ne peut pas utiliser ce mot-là, donc c'est pas un crime islamophobe. De sorte que quand le mot pourrait convenir, car il convient, quand on dit ce qu'il a dit, enfin je ne vais pas revenir sur les propos, mais apparemment ce que ce type a dit quand il a tué ce garçon qui priait, c'était, ça insultait Allah, ça insultait la religion, et c'était des grossièretés. Il y a des vidéos. Oui, et c'était des grossièretés qui étaient... C'est un crime islamophobe. Simplement, comme l'islamophobie est partout, elle n'est plus nulle part. Et des gens aujourd'hui nous disent non, ça n'a rien à voir avec l'islamophobie. Bah si, quand même, tout de même un peu. C'est-à-dire ce garçon veut se défendre en disant mais j'ai tué le premier venu. Le premier venu, sauf que c'est dans une mosquée et que c'est à l'heure de la prière et que etc. Voilà. C'est quand même un premier venu qu'il a choisi, qui plus est avec les propos qu'il a pu tenir. C'est ça le problème avec Mélenchon, c'est que cette espèce de conflictualisation, c'est une politisation à chaque fois. Et on ne peut plus penser quand on politise. Parce qu'il y a le bien qui est à gauche, le mal qui est à droite. Et si
un pauvre type tue un musulman en prière, c'est de l'islamophobie, et si c'est de l'islamophobie, c'est Bruno Retailleau qui a tenu le couteau. C'est quand même insupportable d'entendre une chose comme celle-ci. Donc c'est problématique parce qu'on ne peut plus utiliser les mots comme extrême droite, comme fasciste, comme de droite d'ailleurs aujourd'hui. Ces mots sont devenus des insultes ou des armes de guerre. Et c'est une arme de guerre qu'utilise Jean-Luc Mélenchon en voyant de l'islamophobie parfois où il y en a, parfois où il n'y en a pas. Et puis, c'est la même chose avec la question juive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juifs chez lui, il y a que des sionistes qui sont tous des méchants sionistes génocidaires. Donc on a du mal à penser aujourd'hui quand on a des échanges de vocabulaire militant et rien d'autre. On va l'écouter dans un instant, Jean-Luc Mélenchon, mais juste pour donner un aperçu à nos auditeurs et téléspectateurs de l'ambiance à l'Assemblée nationale, on va écouter un tout petit extrait d'un échange très très musclé entre un député LFI, Abdelkader Lamar, et Bruno Retailleau, qui s'est déroulé donc dans l'après-midi. Il a été victime d'un meurtre islamophobe dans l'indifférence totale des autorités. Ce meurtre n'est pas un accident. Il est l'aboutissement d'un climat de haine que vous laissez prospérer jour après jour. Monsieur le Premier ministre, l'islamophobie tue en France. Monsieur le Premier ministre, combien de morts faudra-t-il encore pour que vous agissiez contre l'islamophobie et les islamophobes, en commençant par renvoyer monsieur Retailleau? Oui, bien entendu, ce crime est un crime barbare. Un homme a été tué de façon sauvage alors qu'il priait dans une mosquée. Et je veux, moi aussi, comme je l'ai déjà fait, m'associer à la peine de la famille et assurer nos compatriotes musulmans de la plus totale solidarité de l'ensemble du gouvernement. Que me reprochez-vous? De ne pas avoir réagi? J'ai été ici sans doute un des premiers à réagir, avec une déclaration très très ferme, bien avant un certain nombre d'entre vous. Et dès que j'ai pu, je me suis déplacé. Pourquoi ce bruit? Pourquoi ces attaques? Vous dites que si dans d'autres circonstances il y avait eu un mort, j'aurais agi différemment. Certainement pas. C'est vous qui avez l'indignation sélective, qui vous indignez à géométrie variable. Lorsque dans une église à Nice, il y a quelques années, il y avait eu 3 morts. Y a-t-il eu un seul rassemblement des Insoumis et de LFI? Avez-vous parlé de christianophobie? Non, bien entendu. Ce bruit, en réalité, c'est simplement un prétexte à la récupération. Vous voulez diviser la France, vous voulez, comme à votre habitude, hystériser le débat politique. Je ne vous laisserai pas faire. Vous abîmez notre pays quand vous le communautarisez. Vous abîmez notre pays quand l'un des vôtres appelle à la sédition, appelle à la milice privée. Vous abîmez aussi notre beau pays quand vous chassez un député socialiste parce que son parti serait sioniste, avec sans doute des relents antisémites. Eh bien oui, vous desservez la cause que vous voulez servir. La République, ce n'est pas le communautarisme. La France, c'est ce pays où on est français, pas à raison de la couleur de la peau, de la religion ou des origines. La France, c'est le pays qui est notre pays, et c'est la République où il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Voilà pour Bruno Retailleau, cet échange très vif avec un député de la France Insoumise. Dans ce que dit le ministre de l'Intérieur, Michel Onfray, tout vous va? Bah oui, c'est un discours d'homme d'État, et c'est un discours républicain. Et on a juste en face de lui un discours militant qui consiste à instrumentaliser des morts en permanence. On voit bien effectivement que quand un prêtre se fait égorger dans une église, il n'y a pas de mobilisation, que quand il s'agit de catholiques, quand il s'agit de juifs qui plus est, il est très prudent, le ministre de l'Intérieur, en disant « semble-t-il ». Mais c'est pas semble-t-il, mais M. Guedj a été viré de cette foule avec des cris antisémites. On ne dit plus aujourd'hui sale juif, on va directement au tribunal. Dans ces cas-là, on dit sale sioniste. Voilà. Et ben voilà, la chose a été clairement dite. Et je trouve que cette façon qu'a Mélenchon de vouloir absolument penser à lui, uniquement à lui, aux élections, sans cesse, en permanence, alors que le mot France est prononcé par le ministre de l'Intérieur. Il y a dans cette Assemblée nationale des comportements qui montrent qu'on fait de la politique politicienne pour arriver au pouvoir et rien d'autre. Et ces gens-là n'ont pas le sens de la France. D'abord, ils n'aiment pas la France. Ils n'ont pas le souci de la France. Et ils estiment que c'est une pensée extrêmement binaire. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a eux, c'est le bien. Le mal, c'est tous les autres. Et ça peut même être les socialistes, ça peut être les communistes. Le pauvre Fabien Roussel se trouve traité de fasciste ou de nazi parce qu'il n'a pas
souscrit aux outrances sémantiques et aux outrances idéologiques de ceux-là, c'est bien qu'on puisse avoir un discours de républicains qui nous rappelle que d'abord la France existe et que la France, elle aime tous ceux qui ont envie d'être français et qu'il n'y a aucun problème, que vous pouvez avoir la religion que vous voulez, la couleur de peau que vous voulez. Mais là, le but, c'est d'antagoniser, c'est de créer des communautés. Il ne fait que ça. Et de faire peur aux musulmans aussi. Bah, bien sûr. C'est-à-dire que quand cette femme pleure dans les bras de Mélenchon en disant... On va le voir dans un instant. Eh bien à ce moment-là, on commentera à ce moment-là. Alors, on va regarder cette séquence parce que vous faites référence à cette manifestation de dimanche dernier, soi-disant contre le racisme et l'islamophobie, où Jean-Luc Mélenchon s'est mis en scène à plusieurs reprises dans le cortège, pleurant d'émotion, et traînant aussi une femme qui lui disait avoir peur avec beaucoup de sincérité. Écoutons cette séquence. Monsieur Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans. On sort la boule au ventre, on se sent plus du tout en sécurité. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. On a peur, monsieur Mélenchon. N'ayez pas peur. Les Français sont... Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Voilà, on voit, et je le dis pour nos auditeurs, Jean-Luc Mélenchon en larmes, qui a étreint cette femme qui est dans la sincérité la plus absolue. Qu'est-ce que vous dites de cette séquence, Michel Onfray? C'est un bon acteur, pour ceux qui veulent y croire. C'est quand même cet homme qui, à une époque, attaquait le voile. C'est quand même cet homme qui nous disait qu'il ne fallait pas ramener le conflit israélo-palestinien en France, que ça ne nous concernait pas. C'est quand même cet homme qui nous faisait l'éloge des valeurs de la République en nous disant qu'un républicain, c'était quelqu'un qui ne regardait pas la religion, etc. Et puis, changement de pied, changement de stratégie. Après avoir été socialiste, sénateur socialiste pendant 20 ans et avoir défendu le traité de Maastricht, il est maintenant marxiste-léniniste en estimant qu'il faudrait se défaire de tout ça, etc. Et puis là, il est dans une stratégie de communication. Vous entendez les moteurs de téléphone, des appareils photo. Donc il sait bien qu'il y a des photos qui sont en train d'être prises par des journalistes, qu'il y a des photos qui sont prises avec des téléphones portables, que chacun y va de son petit truc, et puis c'est je regarde et l'ai-je bien descendu. Sous-entendu, là c'est le moment ou jamais, il faut absolument que je montre ma compassion pour cette dame. Une compassion un peu forcée, peut-être que le vieux monsieur a l'alarme facile, mais je veux dire, il y a quand même des moments où on aimerait s'il avait l'alarme aussi facile, ce serait bien qu'il l'ait pour des victimes juives. Je veux bien que les musulmans aient peur, qu'ils aient la boule au ventre, mais aussi les juifs qui ont peur et qui ont la boule au ventre, et c'est pas le monopole des musulmans. Et si c'est pas le monopole des musulmans, c'est pour quelle raison? Pour la raison que M. Mélenchon fait le nécessaire pour que tout le monde ait la boule au ventre. Tout le monde. Donc c'est une espèce de pompier pyromane qui s'en vient à répandre la poudre un peu partout, puis quand ça commence à prendre un peu feu, il dit oh, ça va pas, il y a un truc qui va pas, et je continue à m'essuyer les yeux. Vous avez bien vu que je suis dans la compassion, je suis dans un protocole compassionnel. Non, quand on est un homme politique, on fait pas ça. C'est-à-dire, on monte pas les communautés les unes contre les autres. Et une fois qu'elles sont montées les unes contre les autres, dire on est malheureux qu'elles soient montées les unes contre les autres. Il est responsable. Donc il peut pas faire aujourd'hui celui qui réglerait le problème, puisque c'est lui qui l'a créé. Michel, on prend une petite pause. On écoute Jean-Luc Mélenchon juste après, parce que évidemment, il a pris la parole avec un discours très politique. À tout de suite sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on évoquait ce drame de la mosquée du Gard avec ce jeune musulman poignardé par un jeune Français d'origine bosnienne. Écoutons maintenant Jean-Luc Mélenchon, qui a pris la parole lors de cette fameuse manifestation que nous évoquions juste auparavant. Écoutez les mots qu'il a employés. Nous sommes tous pénétrés de la violence que tout cela exprime. Et, comme souvent, nous savons qu'elle ne surgit pas de rien. Dans notre pays, une ambiance, un climat islamophobe a été entretenu, cultivé des mois durant. Et chacun, jusqu'au plus officiel, s'est senti autorisé à faire des déclarations dont sans doute peut-être il ne mesurait pas toute la portée et toute la violence pour ceux qui avaient à la subir. Il est temps de dire à tous ceux qui, de bonne foi, hésitent parfois sur les mots, que ce qui s'est passé est qualifié par nous d'islamophobe parce que c'est au-delà de la haine de l'islam. C'est au-delà d'une critique de la religion. C'est un acte qui, par définition, déshumanise celui contre lequel
il est mené. Voilà, pour les mots de Jean-Luc Mélenchon, rapidement, Michel Onfray, ça confirme ce qu'on se disait tout à l'heure. Oui, j'en dirais pas plus. C'est-à-dire qu'effectivement, il est maître en matière de sémantique et qu'il est en train de nous expliquer que lui, il a le droit d'utiliser ce mot-là et qu'il sait comment l'utiliser. Mais c'est lui qui crée aussi les conditions d'une opposition des communautés. Il ne mettrait pas d'huile sur le feu en permanence pour des raisons personnelles, de politique politicienne, d'élection présidentielle, etc., que ça irait mieux entre les communautés françaises. Ça fait des années qu'on lui doit quand même ce climat-là. Et ce même climat dans l'Assemblée nationale, qui est presque une porcherie. J'utiliserai le mot de Pasolini quand il parlait de porcherie. Il y a un très beau film de Pasolini qui s'appelle Porcherie, mais ils ont transformé une partie de l'Assemblée nationale en porcherie avec des individus qui, effectivement, continuent la guerre dans cet endroit-là, une guerre sémantique, une guerre verbale, jusqu'à ce qu'on arrive à inviter à faire des milices qui sont susceptibles, pour le coup, de transporter la guerre sémantique et verbale dans la rue pour en faire une guerre civile, ou les prodromes d'une guerre civile. Et je trouve ça extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il prospère avec personne en face, sauf peut-être Bruno Retailleau, qui a conscience effectivement des problèmes que ce monsieur et sa bande posent, parce qu'il a sur son bureau des dossiers tous les matins, des piles qui lui permettent de savoir vraiment faire une radiographie de la France, à quoi ressemble aujourd'hui la France. Et je trouve dangereux qu'il puisse jouer cette partition, qui est une partition de haine de la France et de célébration. Alors, on a vu, l'image est bien faite. Vous avez Rima Hassan qui a son kéfier, vous avez une dame qui a un turban, là, et puis vous avez Mathilde Panot qui a l'écharpe bleu-rouge, en nous disant, bon, la France à venir, c'est ça. C'est une femme qui défend le palestinisme, c'est une femme qui a des cheveux voilés, puis c'est une autre qui dit, moi, je suis Madame Panot et j'ai la République avec moi, puisque Et puis, on a le chef qui est devant, et qui dit, voilà, je suis le chef de la Nouvelle-France qui est derrière moi. Moyennant quoi, pour parvenir à piloter, à chefer la Nouvelle-France, il faut absolument qu'on utilise la cause de l'islam. Et si de temps en temps on doit sacrifier ou massacrer quelques musulmans, c'est pas un problème. Et si on doit en massacrer d'autres qui sont juifs, c'est pas un problème non plus. Il s'agit juste d'avancer vers le pouvoir, puisque c'est sa seule obsession. Aucun souci de la France, aucun souci des Français, aucun souci des gens dont il disait être proche à une époque, quand il parlait du petit peuple et des gens modestes. C'est terminé, ça n'existe plus. On a un conflit civilisationnel organisé par lui, instrumentalisé par lui, pour des raisons de base politique politicienne, ce qui est assez problématique pour le pays. Michel Onfray, on va parler de politique, parce que là, on est en plein dedans. Ils y pensent tous. Je parle de 2027, oui. Évidemment. On va écouter Jordan Bardella. Il était l'invité cette semaine de nos antennes, CNews Europe 1, chez Sonia Mabrouk. Ce qui vous a intéressé, c'est le moment où il a évoqué l'hypothèse d'une candidature à la présidentielle, au cas où Marine Le Pen serait empêchée. On va écouter ce qu'a dit le président du Rassemblement national, et je vous passe la parole ensuite. Elle est totalement innocente des faits qui lui sont reprochés. Ce n'est pas une décision de justice qui privera les Français, quelle qu'elle soit, de la décision, de la possibilité de se choisir des idées patriotes lors de la prochaine élection présidentielle. Donc ma position, elle a évolué. Elle n'a pas évolué. Je suis le président du Rassemblement national. Je me prépare à devenir Premier ministre. Marine Le Pen se prépare à devenir présidente de la République. Nous sommes un duo, nous travaillons ensemble. Et j'ai dit de manière très simple et très claire que si Marine Le Pen devait être empêchée de se présenter à l'élection présidentielle, je pense pouvoir vous dire que je serai son candidat. Alors, ça vous a fait réagir, Michel. Pourquoi ? De ce que dit Jordan Bardella. Quelqu'un qui dit « je peux être le président de la République, mais je serai le candidat de quelqu'un d'autre ». Quand on est président de la République, on est l'homme des Français. On est l'homme de la France. On ne peut pas dire je suis chef de l'État parce que Marine Le Pen, qui n'a pas pu l'être, est la femme qui finalement est chef de l'État en douce. En fait, il dit c'est moi qu'elle désignerait si elle était empêchée. Voilà, mais... Écoutez, elle a pris position depuis en disant que si effectivement elle passait sous un camion, peut-être que Jordan Bardella pourrait être le chef de l'État, le candidat naturel. Mais ça veut dire que peut-être elle n'a pas non plus apprécié, elle aussi, qu'il puisse dire je serai le patron, en fait, elle me soufflera à l'oreille. C'est pas du tout dans l'esprit de la Ve République. Oui. Un chef de l'État, c'est pas quelqu'un qui est le candidat de quelqu'un. C'est la rencontre entre un homme et un peuple. Il est le candidat des Français, de la totalité des Français, même de ceux qui n'ont pas voté pour lui. C'est ça le général de Gaulle, l'esprit de la Ve République. Alors, ils sont peut-être aussi en délicatesse avec la Ve République et le gaullisme ou l'esprit de la Ve, et à ce moment-là, on le voit très précisément. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes un chef de l'État, être le candidat de quelqu'un d'autre. C'est insupportable comme idée. Autre idée insupportable, je ne sais pas si vous avez choisi l'extrait, mais j'ai regardé cette émission en direct, quand il parle de Cyril Hanouna en disant... On y vient. On y vient, ben parfait. Vous voyez, parce que je parlais de la présidentielle, ils y pensent tous. Il y a eu cette rumeur cette semaine, Cyril Hanouna aurait déclaré sa candidature pour la présidentielle, totalement faux, il l'a démenti sur nos antennes. On va l'écouter, il était sur Europe 1, et après on va voir effectivement la façon dont la classe politique
a réagi avec beaucoup de mépris, je trouve, à l'hypothèse que quelqu'un du hors-système puisse prétendre être candidat. On écoute d'abord Cyril Hanouna, sa réponse. Vous envoyez des mails à une trentaine de personnes en leur faisant croire que vous allez vous présenter à la présidentielle. Vous êtes sûr que sur une trentaine de personnes, il y a au moins 2 traîtres. Donc 2 qui vont les envoyer à des journalistes. C'est génial. 2, vous mettez 2 ou 3 personnes dans la confidence et vous leur dites, je vais vraiment y aller, 2 ou 3 personnes dont vous êtes sûr qu'elles vont aller le répéter à tout Paris. Vous laissez infuser, vous laissez. Ça se décompte. Exactement. Et ça va servir qu'à une seule chose, faire de la pub pour nos émissions. Le seul président que j'aimerais être, voilà, ce serait un jour président du Paris Saint-Germain. Je ne me présenterai pas en 2027, ni en 2032, ni en 2037, ni en 42. Voilà, c'était la réponse de Cyril Hanouna qui évoquait un canular. Donc voilà. Qu'est-ce que ça dit pour vous de notre société, Michel Onfray ? Bon, d'abord, dans l'esprit de la Ve République, n'importe qui peut se présenter à l'élection présidentielle. Cyril Hanouna a compris. Il y a eu des gens qui venaient du cinéma, je pense à Ronald Reagan, enfin il venait du cinéma, mais il venait aussi du syndicalisme, il faisait du syndicalisme dans le cinéma avant de devenir le président des États-Unis que l'on sait. Beppe Grillo en Italie aussi. Bien sûr, le président de l'Ukraine aujourd'hui, qui était lui aussi un peu dans l'esprit d'Hanouna, acteur, enfin en faisant des émissions un peu dans le même esprit. Mais bon, c'est un amuseur, et puis après tout, un amuseur, il va au pouvoir, et puis il dit, si vous m'aimez, on y va. C'est ce que dit le général de Gaulle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Si cet homme qui est Cyril Hanouna y va et que le peuple le rencontre, bah, moi j'ai rien contre ça, je suis un démocrate, moi. Je ne suis pas contre le suffrage universel, comme M. Apathy. Je suis pour le suffrage universel, et je suis pour que le suffrage universel puisse dire la vérité. Et je pense que Cyril Hanouna, devenant président de la République, deviendrait probablement un autre homme. Et donc pas de mépris pour ce type de Mais non, candidature. il fait un métier d'amuseur. Mais un métier d'amuseur n'interdit pas d'être un chef d'État qui serait capable d'être un chef de l'État. Alors après, moi j'ai entendu qu'il voulait faire une salle de paddle à l'Élysée. Je me suis dit, et là vous avez compris que c'était un canular. C'était un poisson d'avril en dehors du poisson d'avril. Mais je ne suis pas dans la tête de Cyril Hanouna. Moi j'avais été testé aussi à une époque comme candidat présidentiel. Je dis mais arrêtez de me tester, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Mais moi je sais que ça m'intéresse pas. Qui nous dit qu'il y a dans Cyril Hanouna, il n'y a pas chez Cyril Hanouna 2 ou 3 cerveaux qui fonctionnent en même temps en disant mais testons, après tout, faisons un canular, mais c'est un canular qui me permet d'avancer un peu dans la vérité. Moi, je l'ai eu une fois au téléphone, il voulait que je lise les épreuves de son livre il y a quelques années, et j'ai découvert à ce moment-là, pas quelqu'un qui voulait absolument je peux dire mettre les nouilles dans mon slip, enfin, puisqu'il est un peu connu pour ce genre de choses, mais qui était un homme sérieux, avec lequel on pouvait avoir un débat, y compris un débat politique. Et il m'avait dit, il a raison, que tout le monde est passé sur son plateau. Sauf moi. Mais tous les gens y sont allés, notamment des gens qu'on n'entendait pas, y compris des gens qui peuvent tenir... Il va vous inviter. Non, mais y compris des gilets jaunes à l'époque, les premiers, des médecins, des médecins, des soignants, des infirmières qui refusaient de soigner. Moi, je ne dis pas ce que je pense dans cette aventure, mais je trouve très bien qu'on puisse les entendre. Et il y avait une espèce de forum. Et ce forum, il n'existe pas. Souvent, c'est très policé, on invite des gens ou même qui sont caricaturaux. J'ai beaucoup vu au moment des Gilets jaunes, des caricatures de Gilets jaunes invités sur les plateaux. Il fallait absolument des gens qui avaient gardé leur casquette, qui avaient le gilet jaune. Et on se disait, est-ce que vous pourriez la panoplie, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Et il y avait chez lui une espèce de forum un peu foutraque dans lequel il y a tout et le contraire de tout. Après tout, il a le droit de faire de la politique. Et si les Français veulent voter pour lui, eh bien, c'est ainsi. Et s'il fait de la politique politicienne en se disant, je dis que c'est un canular, ça n'en est pas un, ça me permet d'avancer sur ce trajet pour savoir si finalement l'hypothèse est crédible ou pas, etc. Bah, ça s'appelle faire de la politique. Voilà pour l'hypothèse Cyril Hanouna, qui a donc annoncé qu'il ne serait pas candidat. Jordan Bardella, avant même l'annonce de cette non-candidature, s'était aussi exprimé et ça vous avait interpellé. On écoute les mots qu'il a choisis pour évoquer cette candidature. Je n'y crois pas. Je pense que l'élection présidentielle est devenu un chemin de croix et un parcours du combattant, que ça nécessite aussi d'avoir une forme d'enracinement dans le pays. Maintenant, Cyril Hanouna a beaucoup de talent et j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour son travail. Voilà, pour Jordan Bardella, Michel Onfray. Ça m'a choqué le mot enracinement, qui plus est pour Cyril Hanouna, qui n'a jamais caché qu'il était juif.
de dire de quelqu'un qui manque un peu d'enracinement pour pouvoir être candidat au présidentiel. Je me dis, mais c'est quoi l'enracinement? L'assise populaire. Moi, j'entends ça comme assise populaire. Voilà, un enracinement, c'est aussi non, pour moi, c'est... Peut-être, mais moi, je l'entends... cette interprétation. Non, mais vous savez, moi, j'ai 1000 ans de présence viking, de présence viking en Normandie, et je ne suis pas de ceux qui disent quels sont vos quartiers de noblesse, depuis quand, etc. Vous aimez la France depuis peu de temps, vous êtes musulman, vous venez d'arriver, mais vous aimez la France, vous faites ce qu'il faut pour la France, vous êtes assez enraciné pour ça. C'est pas une question de... L'enracinement est un mot problématique. Non, c'est pas seulement de la sémantique. Je veux dire que quand on s'adresse à quelqu'un qui est... Quand on parle de quelqu'un qui est juif en disant qu'il manque un peu de racines, c'est un peu problématique. Je pense que le choix du mot n'est pas bienvenu. Et puis l'enracinement, il l'a. Cyril Hanouna, tout le monde sait qui il est. Et puis on le voit dans son émission. On en a un peu parlé tout à l'heure. Il rencontre des gens, il voit. Et c'est quoi l'enracinement de Jordan Bardella à l'âge qui est le sien, alors qu'il est fabriqué et monté comme une mayonnaise par un parti? Il est où son enracinement alors que ses parents sont italiens? Et moi, je lui reprocherais pas d'avoir des parents italiens. Au contraire. Ah ben oui. Au contraire. Je trouve que c'est ce qui fait... intérêt. Mais non, mais c'est ce qui fait la grandeur de la France, d'accueillir tous ceux qui l'aiment. Et de dire, mais vous venez d'où vous voulez, de partout sur la planète, si vous aimez la France, vous êtes français. Et je dis ça en Normandie aussi, je dis si vous aimez la Normandie, et que vous y vivez, parce que ça suffit pas de l'aimer quand on est à Paris, mais eh bien vous êtes normand, on n'a pas besoin d'avoir un ancêtre viking. Et je trouve qu'il faut faire attention quand on commence à parler d'enracinement, surtout quand il s'agit de quelqu'un dont on dit souvent qu'il fait partie d'une communauté qui manque de racines, qui est incapable de s'enraciner. Et ça sent son mot race qui nous dit, c'est comme avec les protestants, c'est comme avec les francs-maçons, c'est une espèce d'État dans l'État, ils peuvent jamais être véritablement français, etc. Il est très enraciné, Cyril Hanouna, et puis en plus de ça, il a un rapport direct aux Français. Et puis les Français sont des grands garçons, c'est un grand peuple qui est capable de dire qu'ils veulent de Cyril Hanouna, ou qu'ils n'en veulent pas si c'est le désir de Cyril Hanouna d'y aller. On est sur CNews et sur Europe 1 avec vous, Michel. Un tout petit mot de ces consultations entamées cette semaine par François Bayrou. Sur la proportionnelle, le vote proportionnel, il souhaite un scrutin proportionnel intégral pour les élections législatives, alors que depuis l'instauration de la 5e, eh bien, les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. On va juste écouter Marine Le Pen, parce qu'elle aussi réclame cette proportionnelle. Elle a été reçue cette semaine par François Bayrou. Partageons avec le Premier ministre le souhait d'une réforme du mode de scrutin législatif. Ça fait de très nombreuses années que le Rassemblement national le réclame pour d'abord une considération qui est essentielle, qui est que chaque Français doit pouvoir être représenté à l'Assemblée nationale. Et le seul moyen pour que chaque Français puisse être représenté à l'Assemblée nationale, c'est évidemment de fonder cette réforme du mode de scrutin sur un mode proportionnel. Nous avons défendu la proportionnelle depuis toujours, et quels que soient les résultats qui peuvent être ceux de la proportionnelle sur notre nombre de députés, nous défendons la proportionnelle parce que c'est le principe proportionnel qui nous apparaît devoir être défendu au bénéfice, encore une fois, de la démocratie et au bénéfice de l'ensemble des Français. Alors, est-ce que le gaulliste que vous êtes est d'accord avec la proportionnelle, Michel Onfray ? Alors d'abord, il n'y a pas la proportionnelle, mais des proportionnelles. Vous savez qu'après, vous dites, si vous êtes arrivé majoritaire, vous avez une majorité, puis au deuxième tour, puis etc. etc. Bon, il y a des majorités. Alors, c'est des choses qui sont fabriquées pour que ce soit pas si proportionnel que ça. Parce qu'il y a quand même un caractère ingouvernable à la proportionnelle intégrale. Je rappelle que le grand problème d'Israël, c'est ça. C'est-à-dire qu'en Israël, il y a une proportionnalité, une proportionnelle totale, et vous êtes obligé de composer avec des petits partis. Et vous avez 1%, 1,5%, 2%, je ne sais quoi. Et ces gens, ils disent, mais moi, j'ai la majorité puisque je peux vous faire tomber. Donc je peux vous faire gagner, je peux vous faire tomber. Moyennant quoi, les majoritaires sont minoritaires et les minoritaires sont majoritaires parce que par des jeux d'alliance, vous êtes obligé de mener, par exemple, des politiques de colonisation de territoire, par exemple, quand vous êtes en Israël. Et il y a plein de gens qui disent, non, arrêtons, commençons par arrêter déjà ce genre de choses. Et vous dire, oui, moi, je suis obligé de faire plaisir à cette frange d'extrême droite qui, etc. Donc c'est un peu problématique, une proportionnelle intégrale. Je rappelle que, dans un deuxième temps, que le général de Gaulle avait bien pensé les choses en disant, dans un premier tour, il y a 2 tours, donc dans les élections présidentielles, dans un premier tour, on défend un programme, et dans un deuxième tour, on rassemble. Et il dit, quelqu'un qui n'est pas capable de rassembler entre les 2 tours ne sera pas capable de rassembler les Français. Or, il faut rassembler les Français pour gouverner. On ne peut pas, si Mélenchon gouvernait un jour, il gouvernerait vraiment pour lui, pour sa caste, pour son club de jacobins, de néo-jacobins aujourd'hui. Or, il faut gouverner pour la France entière. Il faut gouverner pour les juifs et pour les musulmans. Il faut gouverner pour les athées et pour les catholiques. Il faut gouverner pour la droite et pour la gauche. Il faut gouverner pour les syndicalistes et pour les entrepreneurs. C'est ça, être chef d'État. C'est pas dire, ah mais non, mais moi j'ai choisi, je gouvernerai pour le syndicalisme, pourvu qu'il soit d'extrême gauche, et puis les autres, ils pourront toujours aller se faire voir. Donc le chef de l'État disait, montrez votre capacité à rassembler, et vous montrerez, si vous êtes capable de rassembler entre les 2 tours, que vous pouvez rassembler les Français
dans une perspective de gouvernement de 5e République. Après quoi, le général de Gaulle, c'est quand même le peuple fait la loi. Vous aurez l'occasion de me dire aux législatives si vous voulez toujours de moi. Vous aurez l'occasion de me dire au moment du référendum si vous voulez toujours de moi. Et si vous ne voulez pas de moi, je m'en vais. Oui. Tous les chefs de l'État depuis 30 ans disent si vous ne voulez pas de moi, je reste. À peu près. Donc on arrête de faire du zèle avec la proportionnelle. On obéit. Pas tous, Michel, pas tous. Hein. On a eu un exemple récent avec Emmanuel Macron qui n'est pas parti après les législatives perdues. Mais lui, effectivement, c'est le personnage emblématique. Toutes les élections qu'il perd, il dit qu'il les gagne. Et donc quand vous dites bon, je reste, déjà c'est une erreur. Mais déjà quand vous dites je reste, vous dites eh ben je vais nommer celui qui est arrivé en tête. Je rappelle qu'en nombre de voix, le premier parti de France aux législatives, c'était Marine Le Pen. Et nous avons eu quoi? Michel Barnier et puis ensuite François Bayrou. Donc c'est pas évidemment pas gaulliste, c'est pas respectueux des électeurs. Et plutôt que de faire du bricolage avec une proportionnelle dont on ne sait ce qu'elle sera, un mélange de ceci et de cela, etc., commencez par respecter le peuple. Commencez par respecter la voix du peuple, commencez par respecter les expressions populaires. Si le peuple a dit on veut ça, on veut ça. Et puis à ce moment-là, on déménage, on quitte l'Élysée en disant je démissionne. Moi, je ne veux pas être le président de la République avec pour première ministre Marine Le Pen. Vous l'avez voulu, etc. Donc je démissionne. Je pense que le général de Gaulle ferait ça. L'autre dit je reste. Et puis d'abord, je ne mets pas ces gens-là, je vais en mettre d'autres. Et puis je ne vais pas même mettre, on a oublié cette dame, le nom de cette dame, excusez-moi, moi je l'ai oublié, mais c'est Lucie Castet. Voilà, Lucie Castet, et qui disait je suis là, je représente la gauche. Eh bien, ça pouvait être aussi une option. L'option vraiment gaulienne, c'était le parti arrivé en tête. Une option un peu plus démocrate que républicaine, au sens français du terme, c'était de dire c'est Marine Le Pen puisqu'elle est arrivée en tête, et ce sera Jordan Bardella. Mais la dernière des options, qui est celle qui a été choisie, c'est de dire on va garder un client maastrichtien et un type de droite qui sera Michel Barnier, un type de droite qui sera Bayrou. Eh ben non, ça c'est totalement anti-républicain. Donc on bricole un peu, on fait semblant de tendre des perches parce que finalement Bayrou a intérêt à dire ça à Marine Le Pen, qui elle a intérêt à l'accepter, etc. C'est pas l'intérêt de la France qui est en jeu dans cette aventure, c'est l'intérêt des petits partis dans leur course à l'Élysée. La France est loin. On évoquera la semaine prochaine le conclave, il commence le 7 mai. On parlera aussi de Donald Trump. C'était les 100 jours de Donald Trump, beaucoup à dire aussi. J'aimerais juste terminer par votre livre. C'est L'éternité sans bord. C'est la suite de votre journal hédoniste aux éditions Albin Michel. C'est un croquis de la société que vous faites jour après jour, Michel. Et là, qui porte sur quelle période? J'avais démarré un journal dans une revue qui s'appelait La Revue des Deux Mondes, qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Oui. Et ils étaient venus me chercher. Je dis mais je suis pas très dans l'esprit d'une Revue des Deux Mondes de l'époque. 1992, ça a changé aujourd'hui. Et donc, il m'avait dit, si, on aime bien votre travail. J'ai commencé ce journal, et puis au premier numéro, ils ont voulu me censurer un texte. J'ai dit, on arrête, ça n'aura duré qu'un numéro. Et donc, j'ai continué ce journal. Et de fait, depuis, ça fait 30 ans, quoi, oui, quelque chose comme ça, je raconte un certain nombre de choses qui, mises bout à bout, finissent par faire des centaines de pages, qui donnent un autoportrait, qui donnent une... C'est pas un journal de bord, on est d'accord. C'est pas un journal au sens classique du terme. J'ai mangé avec machin, et puis il m'a dit du mal de bidule, et j'ai eu mal au ventre en rentrant parce que la morue est pas fraîche, ou je sais pas quoi. Je déteste ce genre de potin. C'est pas du tout un potin. Non, c'est une réflexion. Je vais être immodeste en le disant, mais dans l'esprit un peu des essais de montagne. C'est plus ou moins long, c'est plus ou moins compliqué, il y a des trucs très théoriques. Dans un des volumes, j'ai parlé de l'influence de la philosophie de Deleuze sur la musique de Pascal Dussapin. On fait quand même très, très technique sur ce genre de choses. Et puis je parlais en même temps dans ce même volume de mon chat que j'adorais et qui n'est plus là. Donc textes de longueur différente, de complexité différente, mais qui font un portrait de l'époque. Un autoportrait bien sûr, mais surtout un portrait de l'époque. En 30 ans, on voit des évolutions, des changements, des priorités qui deviennent des occasions de casser la France en deux, de la détruire. Enfin, quand j'ai démarré, il y avait à peine des téléphones portables, il y avait à peine, et on parlait pas de gestation pour autrui. Le mot, l'expression LGBT+, Q+, etc. n'existait pas. Il n'y avait pas cette guerre civile qui est fomentée par Mélenchon et les siens. Enfin, ça se suit dans l'ensemble des volumes. C'est le 7e volume, je crois le 7e tome. J'en ai encore 3 sur moi qui sont prêts sur dans mon ordinateur. Mais c'est un autoportrait de l'époque, disons-le comme ça, un autoportrait de l'époque. Et on aura beaucoup de plaisir à vous lire et à vous retrouver évidemment sur nos antennes la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup Michel Onfray.